Shalom à toutes et à tous, grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on se retrouve avec Eitan Chizon. On va parler ensemble de l'histoire de la transmission de la Torah. Et tu n'es pas en Pologne, tu es retourné à Jérusalem, donc on reprend le cours de l'histoire normale des Ravon. Exactement, exactement. Nous sommes dans un moment absolument essentiel. Nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle. Bon, voilà, il fallait bien qu'on y arrive à un moment donné. C'est le renouveau du sionisme moderne. Oui, après avoir parlé des élèves du Gaon de Vilna, des élèves du Baal Shem Tov, après avoir parlé de la Révolution française, ça y est, les Juifs commencent à revenir en terre d'Israël. Alors nous sommes encore sous l'Empire ottoman, évidemment, mais il va y avoir une première vague d'Aliyah. Alors, attention, on a parlé déjà de l'Aliyah des élèves du Gaon de Vilna en 1808, de l'Aliyah des élèves du Baal Shem Tov avant lui en 1777, de l'Aliyah des 300 rabbins du XIVe siècle. Là, je parle d'une Aliyah beaucoup trop peu connue. Mais alors vraiment, beaucoup trop peu connue. Cette Aliyah que personne ne raconte, et franchement, je vous dis, je suis outré. C'est l'Aliyah conduit par un homme qui vient du Maghreb. Qui est cet homme qui vient du Maghreb, Rabotai? Il s'appelle Baal Tzuf Dvash. Il a écrit un livre qui s'appelle Tzuf Dvash. Je veux parler de Rabbi David Ben Shimon. Et Rabbi David Ben Shimon, il vient du Maroc. Et c'est lui qui va lancer l'Aliyah des Juifs du Maroc de 1854. Est-ce que quelqu'un avait entendu parler de l'Aliyah des Juifs du Maroc de 1854? Eh ben non, évidemment qu'on n'a pas entendu parler. Parce que quand ça vient de Pologne, on en parle. Quand ça vient de Russie, on en parle. Mais quand ça vient du Maroc, on n'en parle pas. C'est un scandale, Rabotai. Rabbi David Ben Shimon va réunir autour de lui des notables, des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens. Et ensemble, ils décideront de venir à Jérusalem. C'est ici, à Yerushalayim, qu'il va non seulement créer un nouveau quartier, mais il va créer ce qu'on appelle Va'ad Haeda Ma'aravit Birushalayim. En d'autres termes, Va'ad Haeda Sfaradit Birushalayim. Il est celui qui va lancer l'organisation séfarade à Jérusalem. Il y avait des séfarades à Jérusalem bien avant, bien sûr. Oui, mais ils étaient des séfarades, si vous voulez, de longue date. Des séfarades qui venaient d'Espagne. Là, on parle des gens du Maghreb qui vont commencer à arriver. Rabbi David Ben Shimon, Rabotai, il a écrit un livre absolument extraordinaire. De mémoire d'homme, il n'y a pas de livre qui fait plus l'apologie de la terre d'Israël que ce livre-là. Il s'appelle Sha'ar Echatzer. Sha'ar Echatzer. La porte du jardin, la porte de la cour. La porte de la cour. Et dans ce livre-là, il va vanter les mérites de la terre d'Israël. Chaque chapitre, c'est un autre mérite de la terre d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'il est tellement heureux de pouvoir participer à la résurrection du peuple juif? Les amis, l'Aliyah des Juifs du Maroc du tout début de la deuxième moitié du 19e siècle va ouvrir la porte à quelque chose. Les rabbins d'Europe se disent, bah alors finalement, ça peut peut-être marcher. Finalement, ça va peut-être marcher cette affaire-là. Et donc, suite à Rabbi David Ben Shimon, va se lever un rabbin qui lui vient par contre d'Europe de l'Est. Lui aussi, il est pas assez connu. Il n'est pas assez connu du tout, alors que franchement, lui aussi, il a joué un rôle absolument incroyable dans la Renaissance juive. Je veux parler évidemment du Rav Shmuel Moaliver. Le Rav Shmuel Moaliver, eh bien, il est tout simplement le rabbin
qui va lancer ce qu'on appelle Chibat Tzion. Vous savez, cette organisation de rabbins qui vont éveiller les consciences en Europe et en Europe de l'Est à revenir en Israël. Les amis, le Rav Shmuel Moaliver, à un moment donné, va tellement être motivé par son projet qu'il va aller voir un certain baron Edmond Benjamin de Rothschild. Et comment vous dire, lorsqu'il rentre dans la pièce du baron à Paris, le baron a l'habitude de voir des gens venir chez lui, débarquer, pour lui demander de l'argent. Ah, c'est bien connu. Seulement, le Rav Moaliver ne lui demande pas d'argent. Il lui dit, je veux que tu deviennes Moshe Rabbeinu. Quoi? Oui, je veux que tu deviennes Moshe Rabbeinu et que tu nous fasses sortir d'exil. Mais comment tu veux que je te fasse sortir d'exil, moi? Eh bien, il faut que tu m'aides à faire venir des Juifs en Eretz Israël et de créer pour la première fois un nouveau village en Eretz Israël. Parce que oui, il y a des Juifs qui montent en Israël, mais jusqu'à présent, où est-ce qu'ils vont s'installer? Ils vont s'installer dans les villes, dans les grandes villes, enfin dans les villes où il y avait des Juifs, à Hebron, à Jérusalem, à Tibériade, à Tzfat. Alors certes, il y a déjà eu un autre rabbin qu'on va évoquer dans une seconde, qui a commencé et qui a lancé les hostilités, qui a lancé le retour en Israël. Lui aussi, il est totalement inconnu au bataillon, et lui aussi, il mérite d'être connu, mais on y reviendra. Il vient voir le baron et il lui dit, il faut que tu m'aides. Ah, donc tu veux quand même de l'argent? Il dit, oui, mais je veux pas de l'argent pour mes bonnes œuvres. Je veux de l'argent pour permettre à 10 hommes de créer un village. Et le baron lui dit, tu sais quoi? C'est incroyable ce que tu me dis. Il n'y a pas de problème. Je te donne de l'argent pour financer 10 mecs pendant 2 mois. Si ça marche, alors on redonnera de l'argent pour 1 an. Et si au bout d'1 an ça marche, alors je suis avec toi. Et finalement, eh bien, c'est en 1882 qu'il va réussir à mettre en place le village de Maskeret Batia. Maskeret Batia, et ça va marcher. Le Rav Moaliver arrive dans la Russie blanche pour essayer de trouver 10 personnes. Il pense qu'il va difficilement trouver des gens qui sont prêts à faire le voyage pour arriver dans un endroit complètement à l'abandon, complètement laissé pour compte. Et finalement, à la fin de Shabbat, il avait dit, voilà, à la fin de Shabbat, ceux qui seront les volontaires, je vous demande de venir là où moi je dors. Il pensait réunir difficilement 10 personnes. À la fin de Shabbat, tout le village dans lequel il s'est retrouvé, eh bien, vient pour être volontaire. Le Rav Moaliver leur dit, non, je ne peux pas vous prendre tout le monde, les femmes, les enfants, tout ça, non, je prends 10 hommes. Et vous savez quoi? Ben, ça va marcher. Et Maskeret Batia, au nom de Batia, la mère du baron de Rothschild, eh bien, ça va marcher. Ok, donc on commence à reconstruire des villages juifs. On n'est plus seulement sur des rabbins qui vont transmettre la Torah, mais ils transmettent une Torah ma'asit, une Torah concrète. Elle est tellement concrète qu'à un moment donné, le Rav Moaliver, après avoir réussi le succès de Maskeret Batia, va recevoir une lettre. Un peu plus tard, hein, évidemment. Il va recevoir une lettre d'un certain Benjamin Zeev Herzl. Herzl lui envoie une lettre. Pourquoi? Alors c'est plus tard, on y reviendra. Mais il lui envoie une lettre pour lui dire, écoutez, on n'arrête pas de me demander comment faire pour les implanter en Eretz Israël, les gens. Vous avez plus d'expérience que moi. Que faire? Et il va commencer une hitkadvut, une correspondance entre Herzl et le Rav Moaliver. Ils s'apprécient énormément tous les deux, si bien, et là, Animakdim et Ameuchar, je vous fais un spoiler, mais si bien que lors du premier congrès sioniste, il y a 2 discours. Il y a celui de Herzl, et l'autre personnage qui parle, ce n'est pas le Rav Moaliver parce qu'il est malade et ses médecins lui interdisent de voyager, il mourra effectivement 3 semaines après le congrès, mais c'est la lettre qu'il a écrite
qui sera lu au congrès sioniste. C'est-à-dire qu'il a le discours de Herzl et le discours du Rav Moaliver comme étant les deux fondateurs de l'organisation sioniste mondiale, si vous voulez. Alors, je vous ai dit, à côté de lui, il y a un autre rabbin qui ne va pas attendre le Rav Moaliver et qui ne va pas attendre le baron de Rothschild non plus. C'est un homme qui n'a pas froid aux yeux, qui a montré sa détermination. Il s'appelle le Rav Yoel Moshe Salomon. Est-ce qu'on est d'accord que tous les rabbins que j'évoque là maintenant, vous les connaissez, hein, tous? Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Le Rav David Ben Shimon, le Rav Shmuel Moaliver, le Rav Rabbi Yoel Moshe Salomon. Et oui, voilà ce qui va se passer. Vous ne les connaissez pas. Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est quand même lui qui a créé Petar Tikva. C'est pas rien. Mais alors, comment ça se fait qu'on ne les connaît pas? Comment ça se fait qu'à cette époque-là, on connaît les rabbins de Chutz Laaretz? Puisqu'à cette époque-là, nous avons à Bagdad le Ben Ishraï, et nous avons également en Europe, eh bien, le rabbi de Brisk, le natif de Vologine. Nous avons, pour aller un petit peu plus en Europe occidentale, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Pourquoi est-ce qu'on connaît les noms des rabbins d'Occident, les noms des rabbins de Choul, et pas les rabbins d'Eretz Israël? Eh bien, je pense qu'il y a eu une volonté d'éclipser les rabbins qui ont été à l'origine du sionisme. Par qui ça a été éclipsé? Eh bien, par ceux qui ont réussi ce que les rabbins avaient commencé, à savoir le début du sionisme politique laïque en Eretz Israël. Quand on regarde ce qu'ont fait tous ces rabbins, j'en ai cité que 3, je ne vais pas tous les dire, mais quand on regarde ce qu'ont fait le Rav David Ben Shimon, le Rav Shmuel Moaliver et le Rav Yoel Moshe Salomon, et encore une fois, je ne les ai pas tous cités, ils ont une place aussi importante, sinon beaucoup plus, que des gens comme Echad Ha'am. Echad Ha'am qui s'est opposé au sionisme. Echad Ha'am qui était un opposant à Herzl. Alors comment ça se fait que Echad Ha'am, on l'enseigne à l'école, et Rabbi Yoel Moshe Salomon, on ne l'enseigne pas à l'école? Eh bien, simplement parce que lorsque la création de l'État d'Israël a été mise en place, eh bien, on ne voulait pas comme étant les figures des fondateurs, des figures de rabbins. Il fallait absolument cristalliser un ethos que les rabbins, c'était pour l'exil, et que la reconstruction de l'État juif s'est faite par des gens qui ont abandonné la Torah. Il y avait une volonté derrière, mais nous, on doit connaître la vérité. Et donc, on doit se rappeler que ceux qui ont été à l'instauration de ce renouveau concret, ce n'était absolument pas Bilou, ce n'était absolument pas les Chilonim qui sont arrivés plus tard, mais c'était bel et bien les rabbins qui ont accompagné leur communauté dans le retour en Eretz Israël. Rabbi Yoel Moshe Salomon habite en Eretz Israël, il est né en Eretz Israël. Agave, entre parenthèses, nous à Jérusalem, on le connaît bien. Pourquoi on le connaît bien? Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un quartier. Avant de créer Petar Tikva, il a créé un quartier à Jérusalem, à l'extérieur des murailles, qui s'appelle Nachalat Shiva. Bon, il n'était pas tout seul, ils étaient 7, c'est pour ça que ça s'appelle Nachalat Shiva. Nachalat Shiva, vous connaissez, Kikara Musica, la rue des parapluies, au centre-ville. C'est bon. Bah oui, c'est Rabbi Yoel Moshe Salomon. Alors, vous comprenez qu'on leur doit énormément, parce que leur Torah est une Torah d'action. Une Torah qui n'est pas tant dans les livres que dans les actions qu'ils vont mener pour la reconstruction du peuple juif. Donc on peut les appeler les rabbins acteurs. Alors bien que Rabbi David Ben Shimon, le Marocain, bien qu'il soit un acteur, il va aussi être un écrivain, parce que le Tzuf Dvash, Birkat Dvash, Vechar et Chatzer, c'est des livres extraordinaires. Donc il y en a qui vont quand même écrire, mais ils sont les acteurs de la reconstruction. Les amis, face à eux, à ce moment-là, il y a 3 grands courants juifs dans le monde. 3 grands courants juifs. Le premier,
c'est le courant de ce qu'on appelle Tauro im derech haeretz. Mazet Tauro im derech haeretz, c'est le mouvement instauré par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch à Francfort, en Allemagne. Quelle est cette Torah? La Torah du Rav Shimshon Raphaël Hirsch vient répondre à deux problématiques. La première, l'émancipation. La deuxième, l'intellectualisation de la société. Comment faire face, maintenant que les Juifs ont reçu l'égalité des droits en Allemagne et que tout le monde sort des quartiers juifs, des shtetl et vont étudier à l'université, comment on fait pour les garder attachés au judaïsme? Avant lui, en Allemagne, il y avait eu un homme qui s'appelait Moshe Mendelssohn, on en a parlé, qui avait décidé de dire, bon bah ta kippa, tu la mets à la maison et pas dehors. Mais le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lui, il va créer un nouveau concept. Le concept qu'on appelle doctor rabbinaire. Bah, c'est doctor rabbinaire, c'est tous les gens qui sont rabbins doivent avoir également un doctorat universitaire. Pourquoi? Pour montrer qu'on peut être et complètement dans la tradition juive et également dans la modernité et les études et être un intellectuel. Donc, le docteur rabbinaire, les amis, c'est le concept qui va sauver l'orthodoxie. Je ne sais pas si vous avez grandi dans des écoles juives en France ou quelque part, si vous avez entendu parler de Lucien de Hirsch, de Yavne, de Maïmo, et bien en fait, ils marchent tous sur le même concept. Ce sont toutes des écoles où on passe le bac, mais où d'un autre côté, on étudie aussi la Torah. Eh bien, c'est l'invention du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Jusque-là, on est soit dans le chol, soit dans les matières toraniques. Il n'y a pas de possibilité de faire les deux. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va être celui qui va amener les deux. Évidemment qu'il y a pour lui une évidence que l'essentiel, c'est la Torah. Mais le fait d'être religieux dans la Torah ne doit pas nous empêcher de faire des études, d'avancer dans ce monde. Et donc, le concept de docteur rabbinaire va sauver l'orthodoxie. Aval, il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que lui, il pense que maintenant qu'on a reçu l'émancipation, qu'on a reçu l'égalité des droits, c'est le moment pour le peuple juif de ne surtout pas aller en Eretz Israël. Il faut rester en Allemagne pour insuffler la sainteté à l'Allemagne et les Allemands nous diront merci. Je ne suis pas certain que, historiquement, une cinquantaine d'années plus tard, les Allemands nous ont dit merci. Ou alors ils nous ont dit merci à leur façon et on s'en serait bien passé. Donc ça n'a pas marché son histoire. Mais il est un farouche opposant au sionisme. Et c'est là justement la deuxième équipe. Non, oulala, grand Dieu non, Chazve Shalom, ce n'est pas le Bund. Le Bund ne sont pas sionistes, certes, mais ils sont aussi anti-religieux. C'est-à-dire que le Bund, c'est un mouvement de jeunesse qui est polonais, juif, mais pas du tout sioniste et pas du tout religieux. Donc ça ne va pas du tout avec le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. D'autant plus que le Bund, c'est en Pologne et que là, on est en Europe occidentale. Donc on a dit, la première version du judaïsme d'Europe occidentale, c'est le docteur rabbinaire du Rav Hirsch et l'opposition au sionisme. Face à lui, il y a les rabbins d'Europe de l'Est qui sont les fervents, pousseurs au sionisme. Parmi eux, il y avait, on a déjà parlé de lui, mais le Rav Yehuda Chayel Kalai, bien évidemment, de Sarajevo. Et puis, en Europe de l'Est, on va trouver deux personnages qui s'appellent le Rav Tzvi Hersh Kalischer et le Rav Eliyahu Gutmacher. Et ces deux rabbins vont donner le change au Rav Hirsch. Ils sont l'idéal sioniste. Le Rav Hirsch leur dira même, ce qu'il écrit dans le livre Chorev,
il leur dira, ce que vous voyez comme étant une grande mitzvah, l'alia, moi je le vois comme une faute et pas parmi les plus petites. Dur, dur, effectivement. Mais ce n'est rien comparé au chassidim. Ah oui, là les amis, il faut qu'on parle business. Les chassidim de cette époque-là, le sionisme, on va dire que ça ne coule pas dans leurs veines à tous. Il y a parmi les grands dirigeants du mouvement chassidique à ce moment-là, un personnage que j'imagine que vous avez déjà entendu parler de lui. Quand on dit Chabad, vous pensez tout de suite à Rabbi Lubavitch. Mais là, je ne parle pas du Rabbi Lubavitch, de dernier. Je parle du Rabbi à Moharashab, celui qu'on appelle le Rabbi à Rachab. C'est le 5e Rabbi de Chabad. Ok? Le 5e Rabbi de Chabad, Admour à Moharashab, c'est les initiales de Rabbi Moharashab. Je crois que c'est Dov Ber. Ouais, c'est Dov Ber de Lubavitch. Non, pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai un doute maintenant. Vous me donnez un doute. Mais bon, c'est pas très grave. Le 5e Rabbi de Chabad, il est fondamentalement opposé au sionisme. Mais alors, vraiment, il est tellement opposé au sionisme qu'il va faire partie de ces rabbins qui vont appuyer l'enseignement du rabbi de Sotmar plus tard pour dire qu'il ne faut absolument pas venir participer à quoi que ce soit qui respire sionisme. L'Admour Moharashab va être un des grands opposants à un monsieur qui s'appelle Herzl. Voilà, Rabbi Yitzhak Dov Ber Schneerson, si je ne me trompe pas, c'est bien lui. Voilà. Attends. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à Ah voilà. Ouais, c'est ça. Rabbi Dov Ber Schneerson, exactement. C'est de ça qu'on parle. Il est un des très très grands opposants donc au sionisme, à Herzl. Lui, avec un autre rabbin, le rabbi de Satmar, ils vont être complètement dans l'idée qu'on n'a pas le droit de venir en Eretz Israël. C'est pas comme le Rav Hirsch qui dit on a un rôle à jouer en Allemagne. Eux, ils disent on a. Ok, d'accord. Bekitsour, ça c'est donc la 3e catégorie. Il y a donc le Rav Hirsch, il y a les rabbins sionistes et il y a les chassidim. Et puis il y a un endroit qui est le centre de la Torah de cette époque-là. Le centre de la Torah de cette époque-là, les amis. Alors, excusez-moi, autant pour moi, j'ai omis de parler d'abord de Bagdad. Eh oui, Rabbi Yosef Chaim mi Bagdad. Chacham Yosef Chaim, comme on l'appelle, Baal Ben Ishraï. Ah, le Ben Ishraï, lui, il n'est pas tant dans la question du sionisme ou pas sionisme, mais il va métamorphoser le judaïsme et la Torah parce que pour la première fois, il est un rabbin qui est complètement Mekoubal, qui est le plus grand de la Kabbalah de son époque, et qui va faire grandir sa communauté au son de la Kabbalah. Pour la première fois, on a un rabbin qui enseigne la halakha selon la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il veut élever sa communauté à ne plus comprendre le rat des pâquerettes,
mais à être tous des Mekoubalim. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense, et il a raison, il pense que la Géoula est en marche. Et donc, on se doit d'avoir une Torah plus grande. Mais lui, il le fait depuis Bagdad. Et donc, enfin, je disais, nous avons un endroit qui devient le centre névralgique de la Torah, on va dire en Europe, qui s'appelle la Yeshiva de Vologine. Alors, elle ne vient pas de commencer. La Yeshiva de Vologine a été mise en place par l'élève du Gaon de Vilna. Qui est l'élève du Gaon de Vilna? En fait, il y en a deux. Lorsque le Gaon de Vilna meurt, il envoie deux élèves dans deux chemins différents. Il envoie Rabbi Israël Mishklov et Rabbi Hillel Mishklov en Eretz Israël pour guider le départ des élèves du Gaon de Vilna en Eretz Israël. Mais il a un autre élève qui s'appelle Rabbi Chaim de Vologine. Et lui, il le mandate pour rester avec ceux qui vont rester en Europe de l'Est pour créer la Yeshiva de Vologine. Et cette Yeshiva va devenir ce qu'on appelle Yeshivot, la mère de toutes les Yeshivot. Aujourd'hui, en 2025, toutes les Yeshivot, plus ou moins, étudient selon le même schéma d'études qui a été mis en place à Vologine. Donc on parle vraiment d'une influence énorme dans la Torah. Rabbi Chaim de Vologine, qui a écrit le livre Nefesh HaChaim, va être le Rosh HaYeshiva. Après lui, il y a un homme qui s'appelle Rabbi Yitzhak de Vologine, son fils. Mais Rabbi Yitzhak de Vologine n'a pas de fils pour lui succéder. Il n'a qu'une fille. Qu'à cela ne tienne, il va la marier. Il va la marier et son gendre va devenir le nouveau patron de la yeshiva. Son gendre s'appelle Rabbi... Vous voyez de qui je parle? Ou pas du tout? Il s'appelle Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Initiale, Native. Et c'est l'avènement du natif de Vologine. Et alors là, le natif de Vologine, comment vous dire? Il est sioniste à mort. Il est sioniste à mort. Et il est aussi le plus grand maître, sans conteste, de tout le monde de la Torah de la fin du 19e siècle. Le natif de Vologine va écrire beaucoup de livres, mais le plus important sera Emek Davar, son commentaire de la Torah. Le Rav Kook dira du natif de Vologine, celui qui sait, qui connaît le Emek Davar en long, en large et en travers, Efshar Lomar Sheut al Mitracham. Donc les amis, le natif de Vologine va pousser à l'Alia, va former ses élèves pour les pousser à partir en Israël. Entre parenthèses, vous savez qui est l'un de ses élèves à la yeshiva de Vologine, qui va étudier chez lui pendant 1 an et demi? Mais si, un certain Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Ah ah! Mais bon, le Rav Kook, on n'y est pas encore. Rabotai. Le natif de Vologine, donc extrêmement sioniste. Mais il partage l'affiche avec son gendre. Son gendre, c'est aussi le co-rosh yeshiva. Il s'appelle Rabbi Chaim de Brisk. Et lui, Rabbi Chaim de Brisk, il est complètement passionniste. Il se met dans l'équipe du Rabbi Arashab et du Admor de Satmar. Complètement anti. Vous voyez que c'est quand même rock'n'roll, la réalité des rabbins à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que ça bouge autant? Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça part dans tous les sens? Eh bien parce que c'est la Géoula. Et comme c'est la Géoula, évidemment que le monde change. Et la question pour les rabbins, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour être à l'intérieur de ce changement. Est-ce que je comprends ce qui est en train de nous arriver ou pas?
Mais c'est toute la question. Parce que les rabbins qui campent sur leur position et qui disent il faut rester en exil, c'est pas le moment de partir. Les Allemands nous diront merci. Tu comprends qu'ils ont eu tort dans leur vision de l'histoire. Mais au moment des faits, c'est très dur, tu sais pas qui va avoir raison. Peut-être qu'il s'agit encore d'une tentative de venir en Israël qui va être un échec total. On ne peut pas prendre la responsabilité de faire partir tout le monde comme ça sur les routes si finalement les gens vont mourir de faim. Lorsque le Rav Elchanan Wasserman, c'est un petit peu plus tard, va interdire à sa communauté de venir en Israël, parce que ceux qui dirigent Israël à ce moment-là, ce sont des gens qui ont abandonné la Torah, et qui dit, mais enfin, vous allez vous déjudaïser. Toute sa communauté ne sera pas déjudaïsée, mais mourra dans la Shoah. Et ceux qui avaient réussi à partir quand même vont survivre et vont pas se déjudaïser. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, j'en parlais avec Johan hier, il y a un rabbin en ce moment qui est de plus en plus connu sur les réseaux, qui s'appelle le Rav Guy Elalouf. Et il était en France il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça. Il ne parle pas français. Il a fait une conférence dans une communauté, on va dire, à tendance moyennement sioniste, dans la communauté du Rincy. Merkaz Torah et tutti quanti. Bon, autant vous dire qu'il y a eu de l'action dans la conférence, mais il a dit, je suis venu avec des chiffres, pas seulement avec des cours de Torah, pour vous dire que votre argument, c'est l'argument principal qu'on entend aujourd'hui encore dans un certain milieu juif, pour dire qu'il ne faut pas venir en Israël, c'est de dire qu'ici, on perd son chinour, on perd son niveau juif. Il a dit, c'est tout simplement faux au niveau des chiffres. Au niveau des chiffres, on peut voir que le monde Haredi en Israël, le monde orthodoxe, et pas seulement Haredi, mais orthodoxe, Dati Leumi, tout ça, machin, on voit qu'en chiffres, les jeunes sont beaucoup plus pratiquants que les jeunes qui sont pratiquants en France. C'est pas vrai que lorsqu'on arrive en Israël, on perd son niveau toranique. Et après, il y a quelqu'un qui lui a dit, ouais, d'accord, c'est bien beau ce que vous dites, mais il y a une chose qu'on peut pas cacher au monde. Et après le 7 octobre, maintenant, c'est clair, c'est vachement plus dangereux de vivre en Israël que de vivre en France. Et vous savez quoi, d'après les chiffres, c'est vrai. On meurt beaucoup plus en Israël qu'en dehors d'Israël depuis la Shoah. Parce qu'on est juif. Et le Rav là-bas a répondu, je vais te dire une seule phrase. Je préfère 100 fois mourir en Eretz Israël plutôt que de vivre en Chutz La'aretz. Les amis, mais c'est toute la question qui se pose il y a 150 ans. Vous comprenez, vous êtes rabbin de communauté, vous avez une responsabilité communautaire. Est-ce que je dis à tout le monde de partir en sachant qu'il n'y a pas à manger, qu'il y a des marécages, et que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas prophète. J'ai la foi en Dieu, je crois, mais je ne suis pas prophète, je n'en sais rien. Donc est-ce que je prends la responsabilité de dire à tout le monde de partir? Ou est-ce que je dis non, c'est pas le moment, il ne faut pas partir? Nous, c'est facile pour nous parce qu'on réagit 150 ans plus tard. Parmi tous les rabbins qu'on a évoqués, Rabotai, on a parlé de Reb Yoel Moshe Salomon, je reviens à lui, parce que quand il sera en Chutz La'aretz pour récupérer de l'argent pour Israël, il rencontrera un jeune rabbin, il restera 3 mois chez lui, et il sera tellement émerveillé par ce monsieur que lorsqu'il rentrera en Israël, il fera tout pour le faire venir en Israël. Parce que le Rav Yoel Moshe Salomon a passé 3 mois chez le Rav Kook, quand il était encore en roule. Et résultat des courses,
c'est le Rav Yoel Moshe Salomon qui va faire venir le Rav Kook en Eretz Israël. Parmi tous les rabbins qu'on a mentionnés, il y en a un qu'on n'a pas évoqué. Et il faut absolument en parler. Il faut absolument en parler parce que c'est le rabbin qui a la moins la langue de bois de tous. Tu me diras, c'est un Tunisien. Enfin, chas shalom de dire que c'est un Tunisien. C'est pas un Tunisien, c'est un Djerbien. Tous les Tunisiens savent bien qu'on ne peut pas dire d'un Djerbien qu'il est Tunisien, et tous les Djerbiens savent bien qu'on n'a pas le droit de dire d'eux qu'ils sont Tunisiens. Donc c'est un Djerbien. De quel Djerbien je parle? Je parle de celui qui est le grand rabbin de Djerba. Alors il est un petit peu plus tard, mais il commence déjà à faire parler de lui à la fin du 19e siècle. Je parle d'un monsieur qui s'appelle Rabbi Moshe Chalfon HaKohen. Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, lui, il est le témoin de l'organisation du premier congrès sioniste mondial. Et il va dire les choses de la manière la plus, la plus criante possible. Il dit, nous n'avons pas eu un homme comme ça, avec autant de midot nisgavot. Chez Ruach Hashem matril lefaem bekirbo, que l'esprit divin commence à rentrer en lui, un homme qui est prêt à risquer toute sa vie et son argent pour le peuple juif, Binyamin Zeev Théodore Herzl Shemo. On n'a pas l'habitude d'entendre des rabbins parler comme ça de Herzl. Hein. Et il dit Veu bevadai nishmato de Mashiach ben Yosef. Le sionisme de la de la deuxième moitié du 19e siècle est lancé par des rabbins, pas par des gens qui ont abandonné la Torah. Les premiers pionniers qui arrivent ont péot, kippa et autres barbes. Il faut rétablir la vérité historique. C'est parce que ces pionniers-là ont réussi que les autres sont arrivés après. C'est vrai que les autres ont fait ça en plus grand. C'est vrai que Herzl il a mis une dimension politique au sionisme. C'est vrai que Ben Gurion il fait les choses en grand et il organise. Tout est vrai. Mais n'oublions pas qu'il a lancé la machine. Et cette machine a été lancée par tous ces rabbins qui sont dans une époque charnière de l'enseignement de la Torah et qui doivent prendre une décision. Est-ce que la Torah, maintenant, doit être la même qu'il y a 200 ans ou doit être la Torah de la Géoula? Zé Asipour. Et je termine par ce verset que vous connaissez parce qu'on l'a évoqué, j'imagine, 12 fois. Nous dit la Torah que lorsqu'on a une question, tu iras voir le rabbin, le juge, qui est en ce temps-là. Rachid nous dit, mais enfin, qu'est-ce que ce verset nous apprend? Allez voir le rabbin qui est en ce temps-là. Enfin, c'est évident. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller voir un rabbin qui n'est pas encore né. Ça ne me viendrait pas non plus à l'esprit d'aller voir un rabbin qui est mort. Hein? Évidemment que personne ne demande de questions à des rabbins qui sont morts. C'est évident. Hein, on est d'accord. C'est pas possible. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui enverrait un mail à Manitou? C'est pas possible. C'est absurde. Donc nous dit Rachid, donc, puisque c'est évident que je ne vais pas parler à un rabbin qui n'est pas né et je ne vais pas parler à un rabbin qui est mort, alors qu'est-ce que ça veut dire? Va voir le rabbin qui est en son temps. Il me dit Rachid, parmi tous les rabbins qui sont en vie, il y en a qui comprennent dans l'époque dans laquelle ils vivent, il y en a qui ne comprennent pas l'époque dans laquelle ils vivent. Toi, tu dois aller voir le rabbin qui comprend l'époque de son moment. Et aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est il y a 150 ans, eh bien, il fallait comprendre que l'heure est au sionisme. L'heure est à la résurrection nationale. Et en fait, tous les rabbins qui ont poussé vers cela sont les rabbins qui ont continué la transmission à ce moment-là. Et ceux qui n'ont pas compris cela,
Leur communauté n'a pas fait long feu 70 ans plus tard. Voilà la réalité de la deuxième moitié du 19e siècle. Ça nous amène à l'aube d'un certain congrès de 1897. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak ou Balzac, s'il y a des questions, à vous de jouer. Ah, on peut pas ouvrir le micro? Ah, c'est un scandale. C'est un scandale. Est-ce que c'est moi qui peux vous... Alors, attends voir. Oui, oui, maintenant on peut ouvrir les micros. Voilà. Donc, qui veut parler? Bon, bah, si personne ne veut parler, ben, Non, c'est bon. Merci beaucoup, Toda Rabba. Merci. Chazak ou Baruch, alors. Chazak Baruch Merci Shkoyach. beaucoup. Merci. Kol tov. Au revoir. Chazak Ve'emas. Au revoir, Polto. אז אמרו כלכליים. זה קצת, ברור. לא, התחלתי באוטובוס בדרך חזון, אחרי עבודה, אני יוצאת אני מספרת. בבוקר בישיבה אני מספרת, ואחרי צהריים אני מספרת. אתה יודע, זה מגן על המגע, וגם מגן על התנועות. זה קונים, זה קונים. אבל זה אין לי, אני רק כזה, נראה לי זה הרבה יותר יקר, זה בי יש גם, עוד אחד כאן, וזה שומע, ובמחשב, אני עוזרת לה, ואחר כך אני שמה אותו, גם מחמם וגם שומע תמונות, גם באוטובוס, גם כולם יודעים שזה רציני. אנחנו בעד אנשים אידיאליסטים שמצטרפים לפוליטיקה, תמיד אני כזה צוחק בזווית של הפה, אני אומר עוד מעט הם יכירו את הבוכלטריה, איך זה עובד בפוליטיקה, ואז ייבחן באמת הסבלנות שלהם, איך הם עובדים בזה. דבר שני, שוב, אתה רואה כמה התקשורת זה המקפצה לפוליטיקה, וראינו את זה שאני לא חושב שבאמת הפוליטיקה. אני רוצה לכם דבר, אני מרגיש פה שכאילו, אני מכיר אותו מכולם, אני רוצה להגיד דבר על אחד, אני חושב שגיורא איילנד עבר